Bonjour, François Bouteille, Société EAC. Je vais continuer avec le cours numéro 10. J'espère que je ne me trompe pas dans mes numéros. Le cours vapeur, donc de la société Air Profil. Air Profil EAC. EAC est le nom de la société. C'est le dixième petit cours vidéo d'une quinzaine de minutes que nous mettons sur YouTube actuellement, que nous prévoyons de mettre sur YouTube, ou d'utiliser en tout cas pour que nos stagiaires, s'ils veulent se former avec nous, ou nos clients, d'une manière générale, s'ils veulent travailler avec nous, en se formant eux-mêmes, puissent avoir quelques bases assez facilement sur Internet. Donc soit on mettra ça sur notre site Internet, soit sur un site comme YouTube, si ça fonctionne. Et le point que nous traitons maintenant sont les usages. Les usages de la vapeur. Et en fait, après vous avoir présenté moi-même une typologie des usages, une manière de les classifier, produire de l'énergie méca ou électrique, donc l'énergie mécanique, ça peut être, il y a des moteurs à vapeur qui sont utilisés en secours dans l'industrie chimique pour faire fonctionner certaines pompes essentielles, vous voyez, en disant voilà, en cas de coupure de courant, il faut que ça puisse continuer à fonctionner. On pourrait imaginer que ça ait pu être utile dans certaines centrales nucléaires au Japon, d'avoir des pompes qui continuent à pomper à peu près, même quand l'électricité est perdue. Ça se faisait en tout cas beaucoup dans l'industrie chimique française. Deuxièmement, ça peut être une production d'électricité, ce sont des choses qui sont à la base de la production d'électricité, c'est la vapeur, mais de la vapeur à haute pression et surchauffée. Deuxièmement, la vapeur peut être en contact ou non avec votre produit. Donc, si votre produit est un produit alimentaire, vous allez vous poser comme souci principal d'éviter de polluer ce produit par du primage, par exemple par l'eau de chaudière qui viendrait en même temps que la vapeur. Vous voyez, vous allez assécher votre vapeur, la filtrer, ou alors avoir des produits de traitement d'eau de qualité alimentaire. Les condensats peuvent également être pollués par votre produit. Si vous faites du caoutchouc ou certaines applications où vous n'avez pas forcément envie de recycler ces condensats, ça peut vous pouvez avoir un doute, vous ne souhaitez pas que du caoutchouc s'accumule à l'intérieur de la chaudière côté eau, vous voyez. C'est donc un élément qui est réciproque et qui concernera enfin le cas où vous injectez de la vapeur dans l'air ambiant pour l'humidification de l'air. Voilà. Et le troisième type, c'est pas de contact du tout entre la vapeur et le produit qui sera en général chauffé à travers une surface d'échange thermique, ça s'appelle un échangeur thermique, et donc on verra les problèmes qui se posent en matière d'échange thermique de ce type-là. En tout cas, c'est toute une série, vous êtes amené à chauffer un produit alimentaire ou chimique, ou simplement de l'eau, vous voyez, et on verra un peu comment tout ça peut avoir un contenu. En tout cas, cette typologie me paraissait facile à utiliser parce qu'elle est logique et elle est basée sur des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Voilà. Alors, souvent, on peut être amené à examiner ce qu'on trouve sur l'Internet ou dans les conversations avec des experts, et on apprend des choses, vous voyez. Donc, j'ai beaucoup aimé un site que je peux vous conseiller d'examiner un peu pour compléter votre formation, qui s'appelle www.tlv.com. Donc, ce site, qui est un site de vendeur de matériel, donc très, très différent de airprofil.com, le site de EAC qui est plutôt là pour réduire les usages de la vapeur. TLV présente un certain nombre, il y en a 5 ou 6, vous voyez, et c'est assez complet, et puis c'est présenté facilement. On dit, voilà, qu'est-ce que c'est les usages de la vapeur? Eh bien, je crois que TLV c'est japonais, donc le japonais, il a dit, on me pose une question, c'est une question qui se pose, à quoi ça sert la vapeur? Il n'a pas éludé la question, il n'a pas trop approfondi. Qu'est-ce que j'ai tiré d'intéressant de ma lecture de ce site internet? Déjà, quels sont les usages? Ils ont du chauffage. Ils ont noté le chauffage. Et on a vu que le chauffage pourrait inclure la stérilisation. Vous voyez? Donc la stérilisation par la vapeur a très rapidement été présentée comme étant un des usages les plus importants. Donc, un des gros consommateurs de vapeur, ce seront les hôpitaux. Les hôpitaux ont besoin de vapeur pour la stérilisation. Et alors, pour le chauffage, je dirais qu'il faudra voir ce qu'on chauffe, vous voyez. Du point de vue d'un auditeur comme nous, on va dire, attention, le chauffage,
on a d'autres moyens peut-être que la vapeur, et on verra dans la suite du cours que pour chauffer par exemple du chocolat, vous voyez, c'est un des exemples qui est donné un peu plus loin dans l'autre site que nous allons commenter. Chauffer le chocolat, il faut le chauffer à une trentaine de degrés, je crois, vous voyez, le moule doit chauffer à 30 ou 35 degrés. Même si on a un très bon rendement de la production de vapeur, il faut savoir que la vapeur fait appel donc à ce qu'on appelle une énergie noble, du gaz naturel ou de l'électricité pour sa production, et on a des moyens plus économiques, non seulement sur le plan énergétique, mais on verra ce que ça veut dire sur le plan exergétique, c'est-à-dire sur le plan de la qualité de l'énergie qu'on utilise. Normalement, ça doit se traduire par une différence dans les coûts, et donc normalement, on devrait avoir des solutions permettant de chauffer avec un fluide moins chaud que 180 degrés, de la vapeur à 180 degrés pour chauffer du chocolat à 35 me paraît un gaspillage, mais il faut que ça se traduise dans l'économie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé encore, les gens de TLV? Ils ont dit la propulsion, l'entraînement. Alors ça, c'était en anglais, ça disait propulsion, je ne sais pas comment ça se prononce, et drive, vous voyez. Alors, il s'agit en fait de machines à vapeur, des moteurs à vapeur, vous voyez. Typiquement, aujourd'hui, ce sera des turbines à vapeur. Voilà, des turbines à vapeur qui sont utilisées, par exemple, pour produire l'électricité. On peut l'utiliser pour produire de l'énergie mécanique. Donc là, on retrouve clairement... Ici, il y a la notion de contact dans ma petite typologie avec seulement 3 cases, vous voyez. Là, on a la notion de contact. Là, on a la notion de produire de l'énergie mécanique. On verra que la qualité de vapeur, il y a des diagrammes particuliers, des diagrammes anthropiques qui permettent de, mais ça relève plus du concepteur ou de l'auditeur, qui permettent de vérifier si ça se passe bien et combien on consomme d'énergie, si ça a un bon rendement quand on produit de cette manière. Ensuite, il y a l'agent moteur. Alors, agent moteur, qu'est-ce que ça veut dire, agent moteur? Donc, c'est un truc qui a été plus ou moins bien traduit du japonais. En anglais, ça donnait motive, vous voyez. En fait, il s'agit des éjecteurs. Les éjecteurs. Or, les éjecteurs sont un composant qui est utilisé notamment en production d'électricité pour aspirer l'air, les incondensables, qui ont pu rentrer dans le condenseur, vous voyez. Donc c'est une sorte de pompe à vide dont le fluide moteur, on dirait le fluide moteur en français, hein, ou l'agent moteur si vous voulez, et la vapeur, vous voyez. Donc c'est un truc très consommateur d'énergie, mais qui peut être nécessaire. Alors on remarquera une chose, c'est que l'expérience sur cet usage de la vapeur est associée à l'expérience sur les turbines à vapeur. Quelque part, les gens de TLV connaissent très bien cette application-là, puisque chez leurs clients qui produisent de la vapeur, si ça se trouve, ils vendent les éjecteurs aussi, vous voyez. Il y a de grandes chances qu'ils vendent ce genre de produits, ils auraient pu les vendre, vous voyez. Donc, l'éjecteur est une des applications. Ensuite, il y a l'atomisation. Donc, l'atomisation... Oui, alors cet éjecteur n'est pas très facile à classifier. Pour moi, je dirais plutôt, si c'est une pompe à vide, vous voyez, c'est un moyen de produire une sorte de forme d'énergie mécanique. Hein, voilà, et en général, ça peut être remplacé. Je crois qu'on les remplace par des pompes à anneaux liquides qui elles-mêmes n'ont pas de très bon rendement, mais ont un bien meilleur rendement que les éjecteurs. Voilà. Donc c'est plutôt, ce serait dans ma classification, un moyen mécanique. L'atomisation consiste... c'est le cas d'une des applications d'un des événements indésirables où un prototype a été essayé sans qu'on arrive à conclure à cause de différents défauts qu'il y avait dans la mise en œuvre qui ont amené à interrompre la prestation. Hein. L'atomisation consiste à obtenir une poudre. Vous voyez, c'est une manière de sécher. Vous voyez. Alors un truc comme ça, il y a clairement une notion avec contact et je dirais qu'on peut être amené à sécher pas mal de produits. Vous voyez, il y a beaucoup de produits agroalimentaires, mais sans doute aussi, je pense que dans certaines formes, certains types de production de ciment, je crois qu'il y a certains, la voie humide, vous voyez, on a des cas où on est amené à faire des granulés avec des procédés qui ressemblent à ça, vous voyez. Je ne voudrais pas trop m'avancer, je ne crois pas qu'il y ait de vapeur en général dans les cimenteries. Donc, ce que je dirais, c'est que l'atomisation
peut utiliser, par exemple, de la vapeur ou de l'air comprimé. Les deux sont un peu en concurrence ici, pour améliorer la combustion sur des brûleurs. Vous voyez. Là aussi, c'est un exemple qui était donné dans le site TLV. Ça permet d'améliorer la combustion et c'est quelque chose qui est dans l'environnement de la chaufferie. Vous voyez, donc tout ça se passe dans la chaufferie. Donc à l'atomisation, on pourra parler aussi de pulvérisation. On parle plutôt de pulvérisation en français pour le fuel. Voilà, pour pulvériser du fuel. Qu'est-ce qu'on a après ça? On a le cleaning, le nettoyage. Le nettoyage. Donc typiquement, quand un fabricant d'installation de produits pour la vapeur vous parle de nettoyage, il pense à du ramonage de chaudière. Ramonage à la vapeur des chaudières. On peut ramoner les chaudières à la vapeur ou à l'air comprimé haute pression. Ramonage. Il y a quelquefois, je crois, des procédés ultrasonores qui ont été testés. Je dirais que le ramonage d'une chaudière est un bon exemple de cas où de la vapeur peut être utilisée pour nettoyer en place un système d'échange thermique, donc les surfaces d'échange d'une chaudière, de manière à, en fait, à éviter que les fumées sortent plus chaudes que nécessaire. Voilà, c'est ça le but du ramonage d'une chaudière, c'est éviter d'avoir des températures de fumée trop élevées. On peut nettoyer beaucoup d'autres trucs avec la vapeur, vous voyez, donc il y a y compris des systèmes de nettoyage domestiques qui peuvent utiliser la vapeur, et c'est une des applications qui existe vraiment. Alors ensuite, il parle d'hydratation. L'hydratation. Hydratation, humidification. Moi, je mettrais... Non, ils le mettent dans le... Ils séparent. L'hydratation, ça concerne la production, par exemple, de certains produits alimentaires, des aliments pour les animaux, notamment. Ça passe dans une sorte de vis, vous voyez, et c'est extrudé en quelque sorte. Et à certains moments, la vapeur peut être utilisée pour y introduire de l'eau, de manière à assurer une consistance adaptée. Vous voyez, pas trop sec, peut-être, pour le bœuf ou le cheval qui va manger ça, hein, ou le chien. L'hydratation, donc, c'est un cas où on est en contact, vous voyez. C'est une application de contact. Objectivement, le ramonage, dans ma classification, est un truc qui vient pas bien, vous voyez. C'est peut-être un cas où il vaut mieux rentrer dans le détail comme fait TLV, parce que nettoyage, on nettoie en général une surface d'échange, vous voyez. Donc, on serait dans le cas du pas de contact, mais ce n'est pas le fonctionnement habituel de l'échangeur thermique que d'être ramoné. Ou alors c'est une extension, vous voyez, pas de contact. On pourrait introduire des subdivisions dans ma classification pour bien répondre à ça, vous voyez. Mais bon, c'est certainement pas. Enfin, le ramonage, il y a un certain travail mécanique qui est fait aussi pour chasser ces impuretés. Je dirais que on voit le côté quand même beaucoup plus concret de cette approche. Et donc c'est intéressant de le faire. Et donc ils ont encore l'humidification. L'humidification. Donc typiquement, l'humidification va concerner des salles qui sont chauffées, avec de l'air chauffé peut-être par des échangeurs thermiques. Vous voyez, donc cette partie-là. Et comment dirais-je, quand on chauffe l'air, on l'assèche, vous voyez. Et donc pour certains process, il est nécessaire d'humidifier. Ça se fait de deux manières. L'humidification par l'injection de vapeur dans l'air est considérée comme un système peut-être un peu plus cher, vous voyez, que la pulvérisation d'eau par air comprimé, hein, qui est l'autre système concurrent. Mais c'est un système extrêmement qui permet une très bonne régulation de l'humidité relative. Voilà, c'est très précis. Donc on va utiliser l'humidification par de la vapeur quand on veut une grande stabilité des paramètres dans une salle blanche, par exemple, dans un laboratoire pharmaceutique peut-être. Et quand on est dans un atelier qui travaille le bois, probablement le gars n'ayant pas de vapeur sous la main va pulvériser de l'eau avec de l'air comprimé, et même éventuellement avec simplement un petit moteur et une petite pompe électrique. Vous voyez, il y a maintenant des pulvérisations d'eau qui se font sans aucune consommation d'air comprimé ni de vapeur. Donc l'humidification est quand même quelque chose qui reste dans des applications un peu haut de gamme. Donc voilà, je dirais qu'à ce stade-là, quand on examine le site de TLV, les choses que j'ai remarquées, moi, c'est qu'il y avait quand même des notions intéressantes, comme le fait qu'on utilise de plus en plus de la vapeur sous vide, vous voyez. Donc, je note ici, vapeur sous vide. Vapeur sous vide permet de travailler à des températures, ils appellent ça de la vapeur sous vide, donc à pression plus basse que la pression atmosphérique, ça permet de travailler à des températures plus basses, et pour des processus de cuisson, vous voyez, je dirais,
ça donne une cuisson beaucoup mieux contrôlée que les usages classiques de l'électricité. Voilà, donc on arrive à mieux chauffer de manière plus homogène un produit avec une source de chaleur qui est à température constante, donc ça exploite la première loi physique qui a été l'objet de notre première petite vidéo, de notre premier petit cours, c'est de la cuisson avec une vapeur à basse pression, à moins de 100 degrés et à moins de 1 bar. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la suite. Merci beaucoup, si vous le souhaitez bien sûr.